Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 4 décembre. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de live dans mon petit studio personnel, donc ça me fait plaisir de revenir après un peu plus d'un mois. En fait, au Japon, on est resté, enfin, je suis resté un mois et quelques jours au Japon. C'est très sympa, on a vécu plein de belles choses, mais mine de rien, ça fait aussi plaisir de retrouver son petit chez soi et son studio de stream. Donc voilà, je suis quand même content d'être rentré, même si voilà, j'ai passé un très bon moment au Japon. J'espère que de votre côté, tout se passe pour le mieux. Salut à Miss Eniloutre, Tomoyo, Christine, salut Juju, salut Jeva. Ça fait plaisir de vous avoir. En plus, il y a pas mal de personnes là qui sont là pour la première fois. Je vois Miss Eniloutre, Juju et Jeva qui sont là pour les premières fois. En tout cas, qui mettent leur premier message dans le chat. Donc, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Ce soir, eh bien, on va tout simplement continuer un manga que on a attaqué en stream il y a déjà pas mal de temps, mais qui se suit assez facilement, tout simplement parce que c'est un manga avec plein de petites histoires. C'est surtout au début, en fait, c'est vraiment une page égale globalement un sketch. Et c'est un manga qui est intéressant parce que c'est un manga qui parle de bouddhisme. Donc le titre japonais, hein, c'est Buk Café, donc le Bouddha Café, Butsu Café, ou voilà, le café Bouddha. Alors, je vais vous parler un petit peu sur les slides qui restent justement on va parler plus de bouddhisme Shingon, de bouddhisme ésotérique. Ça va être sympa parce qu'en fait, il y a plusieurs pages qui sont consacrées du coup à Kai-san, donc qui est un moine Shingon, donc un moine ésotérique. Quand je dis ésotérique, en fait, hein, c'est un bouddhisme qui est caractérisé par des pratiques cachées qui se transmettent que de maître à disciple et vraiment avec un aspect un petit peu magique, un petit peu superstitieux, ésotérique, voilà. Et Kai-san, du coup, c'est la forme de bouddhisme que lui pratique, qui est très différente, par exemple, de celle de Ren-san, le moine Jodo Shinshu, où nous, on n'a pas de pratique cachée du tout. Il n'y a pas de truc caché ésotérique, hein. Tout est clair pour tout le monde, il y a rien de planqué. Mais dans le Shingon, voilà, c'est à l'inverse, c'est un bouddhisme très mystérieux, très caché. Et donc, ils vont, le bon Zinifugé, donc ils vont ensemble, hein, les trois moines se font une petite session sauna ensemble. Un sauna, j'adore les saunas, faisons un test d'endurance. Donc Ren-san, qui est un moine Jodo Shinshu, qui n'a aucune expérience de l'ascèse, hein. Dans le Jodo Shinshu, on ne pratique pas on va dire, on ne réalise pas de pratiques qui sont difficiles pour le corps, hein. On est vraiment très pépère. Au bout de quelques minutes, il dit, oh, j'en peux plus. Et Kosan, il dit, bah tiens, Kai-san, toi, de ton côté, tu n'as même pas une goutte de sueur. Il fait, oh, mais c'est même pas du tout du niveau de la chaleur d'un goma. Donc le goma, hein, c'est un rituel qui consiste à brûler dans les flammes ses désirs mondains afin de voir ses prières se réaliser. Ce niveau de chaleur peut brûler le visage. Donc je vais vous montrer un exemple après, hein, de ce que c'est qu'un goma. Et par contre, il dit il a une langue de chat, c'est-à-dire en fait, il est incapable de boire trop chaud. Il fait, ah, j'aimerais que les bons soient autorisés à boire une bière après un bain. Alors techniquement, lui, il peut, hein. Ren-san, il a le droit de boire de l'alcool, c'est un moine Jodo Shinshu, il peut. Mais voilà, il le fait peut-être pas pour pas trop choquer les gens, mais normalement, on ne suit pas les préceptes, donc il aurait le droit. Donc là, en fait, il est question du rituel du goma et pourquoi, du coup, Kai-san, qui a l'habitude d'en faire, lui, quand il est dans un sauna, il se bidonne. Ça ne lui fait strictement rien. Donc le goma ou homa, c'est un rituel de feu qui est pratiqué dans les bouddhismes ésotériques Shingon et Tendai. C'est un rituel très complexe qui va être basé sur des mudras, des mantras et des visualisations combinées à la chaleur du feu. Donc quand on parle de mudra, c'est des mouvements de main. Donc en fait, il va y avoir plein de signes de main qui ont chacun une signification spécifique qu'il va falloir faire dans un ordre très précis. En même temps, on va réciter des paroles, des mantras, donc qui sont souvent des sortes de paroles magiques. Et quand on fait tout ça, en même temps, on va devoir réaliser des visualisations complexes, donc visualiser des Bouddhas, des Bodhisattvas, des protecteurs du bouddhisme. En même temps, on va devoir suivre tout un rituel compliqué, avec plein d'outils partout, et en faisant ça, devant un feu gigantesque dans lequel on met des bouts de bois et qui est vraiment juste en face de votre visage. Donc c'est ça le rituel du goma, qui est vraiment peut-être un des rituels les plus classiques et les plus connus du Shingon et du Tendai ésotérique. Donc voilà, c'est un rituel qui ne rigole pas, toujours plus de complexité. Ah ouais, c'est ultra chaud, enfin ultra chaud dans tous les sens du terme. C'est vraiment un rituel qui est complexe. Et donc, je vais vous montrer un petit extrait ici, hein. Mais avant de vous montrer ça, je vous disais, si jamais vous voulez en voir un,
il y a un temple Shingon en France qui s'appelle le Koumyo-in, qui est peut-être à 1 heure et demie de Paris, quelque chose comme ça, et qui fait un rituel de Goma tous les mois. Donc, si vous voulez voir un rituel de Goma sans aller dans un temple Shingon au Japon, en plus il faut tomber au bon moment, vous pouvez en voir en France. Voilà, il y a un moine Shingon en France, enfin 2 moines Shingon, le mari et sa femme. Et c'est un rituel qui est lié à Fudomyo. Fudomyo, ici, c'est un protecteur, c'est une divinité courroucée, voilà, qui fait un petit peu peur. Et justement, hein, il est entouré d'une aura de feu, et il est là pour booster un peu les pratiquants en disant allez, tu peux couper la souffrance, tu peux couper tes passions mauvaises avec la grosse épée de Fudo. Donc voilà, c'est l'idée du Goma. Et donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble ça. Alors attendez, je vais le lancer. J'espère que je vais pas avoir une pub en même temps. Hop. Le Goma. Voilà. Alors attendez, je vous montre ça. Tac. Donc concrètement, voilà à quoi ressemble un rituel de Goma. Vous voyez ici le moine qui prépare. En fait, il y a devant ici plein de petits ustensiles différents dans lesquels il va puiser de l'eau, etc. Je vais avancer un petit peu. Donc, il y a toute une préparation qui vient avant. Et ensuite, donc, on va commencer à allumer le feu. Et on va donc brûler au fur et à mesure les petits bouts de bois qui contiennent donc les éléments que les personnes, dont les personnes veulent se débarrasser. Ou des fois, ça va être des vœux, ça dépend dans quel sens. Et donc, voilà, au fur et à mesure, l'officiant va mettre un peu de liquide parfumé sur les bouts de bois. Il va devoir les mettre au fur et à mesure. Il y a vraiment tout un ordre très précis de ce qui va devoir suivre. Là, vous voyez, il a fait un moudra rapidement. Il prépare d'autres bouts de bois. Je vais avancer un petit peu. Vous voyez, ça commence à bien cramer. Voilà le rituel du Goma. Un rituel qui ne rigole pas. Voilà, hop, un petit moudra rapidement. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée de ce à quoi ça va ressembler. Il y a vraiment le rituel est très long. Moi, j'ai un bouquin qui décrit un petit peu ce rituel. C'est extrêmement complexe. Tout l'ordre des choses qu'il faut visualiser, ce qu'il faut faire comme mudra, etc. C'est voilà, je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble. Un petit rituel de Goma. Voilà. Vous aurez peut-être l'occasion d'en voir au Japon, mais si vous voulez, comme je disais, en voir en vrai, eh bien, vous pouvez aller au temple Shingon qui s'appelle le Ko-myo-in, voilà, qui en fait un tous les mois, mais c'est intéressant. Et donc ça permet de montrer la différence de pratique. Ah ouais, je peux mettre le lien, pas de souci. Ouais, je vais te mettre le lien de la vidéo. Hop. Alors, tac. Et du coup, ça permet de montrer en tout cas la variété des pratiques qu'on peut avoir dans le bouddhisme japonais. Parce que voilà, ce genre de rituel très complexe, eh bien, on n'a strictement aucun équivalent. Par exemple, dans ma branche, le Jodo Shinshu, où nous, en fait, notre pratique consiste à s'en remettre au Bouddha Amida. Donc, en fait, c'est une branche dans laquelle on n'a pas de rituel complexe, on n'a pas de pratique cachée, on ne suit pas les préceptes, par exemple. On n'a pas de style de méditation défini comme on peut en avoir dans le zen. Donc voilà, il existe en fait plein de formes de bouddhisme très différents. Et c'est aussi un peu l'un des avantages de ce manga-là, c'est justement de montrer la diversité et les petites spécificités de chacune de ces écoles, hein, que ce soit le Jodo Shinshu, le Shingon ou le Zen, permet de voir qu'effectivement, on a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est juste 3 écoles du bouddhisme voilà, qui doivent être à peu près pareilles, alors qu'en fait, elles sont très très variées dans leurs pratiques, comme dans leurs enseignements, leurs approches, etc. Donc c'est toujours intéressant de voir cette différence-là.
Voilà, je vais continuer un petit peu justement hein, sur le thème de Kaisan. Ça va être l'occasion d'aborder les malédictions. Ça ne rigole plus. Donc là, cette page du manga s'intitule Le retour de Chucky. Alors c'est moi qui l'ai renommé comme ça, elle s'appelait pas comme ça à la base, mais je trouvais que ça sonnait bien. Le retour de Chucky. Alors le nom du manga, c'est Bouddha Café, tout simplement. Bouddha Café. Je vais le mettre là. Bouddha Café. Et en japonais, c'est... Hop, je vais vous mettre dans le chat. Bougez pas, faut juste que je passe mon clavier en japonais. Attendez, hop. Je reviens vers vous. Tac. Tac. Alors... Ah, pardon. Voilà. Hop. Ah, ça, c'est le titre en japonais, voilà, pour ceux qui veulent voir. Il existe traduit en anglais seulement, mais fait par des fans. Hein. C'est pas une traduction officielle. Il n'est pas sorti officiellement en dehors du Japon. En même temps, c'est très très niche hein, comme manga. Je suis même surpris qu'il existe tout court. Voilà. Donc, on va parler un petit peu maintenant de malédiction, le retour de Chucky. Donc, on a une cliente qui vient au café, hein, qui dit tous les matins quand je me réveille, je la retrouve à un endroit différent où je l'avais laissée. J'ai tellement peur que je n'ose même pas la jeter. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils font mais c'est le 5e incident de ce type que nous avons cette semaine. Et alors là, on a un nouveau personnage hein, ici qui est c'est la sœur du moine zen, c'est la sœur de Ren-san. Ils ont un petit crush les deux l'un pour l'autre. Voilà, il y a une petite romance qui se dessine entre les deux personnages. Elle fait mais Ren-san, tu es un bonze pourtant. Et tu as peur? Elle fait mais non, attends, dans le Jodo Shinshu, nous ne croyons pas aux fantômes. Chi-chan, tu m'as l'air bien pâle de ton côté. Elle fait ah, comme si une fille de temple aurait peur des fantômes. Et la poupée tombe. Enfin non, elle est maudite, un grand frère au secours. Et ils vont directement se cacher. Moi, je trouvais assez drôle. Alors, je vous ai mis, c'est l'occasion de reparler d'une croyance populaire qui est ce qu'on appelle le Tsukumogami. C'est cette croyance dans le fait que des objets qui ont servi leur propriétaire pendant 100 ans peuvent devenir vivants. Et je vous en ai mis ici un exemple. Hein. On a un biwa qui est après 100 ans et du coup devenu un yokai. Hein. Donc il a pris vie. Et là ici on a un koto, pareil, qui du coup est une espèce de petit lion qui se fait traîner comme ça, qui a pris vie également. Donc là on peut imaginer que c'est ce qui s'est passé avec cette poupée maudite en mode Chucky, quoi. Et donc, ce que j'expliquais ici, hein, c'est que de base, nous, dans le Jodo Shinshu, dans ma branche du bouddhisme, on ne croit pas aux fantômes ni aux superstitions. Le fondateur de notre école, Shinran, il a dédié une partie de son œuvre majeure, le Kyugo Shinsho, au rejet des croyances et de la chance, c'est-à-dire tout ce qui est jour faste, divination, etc., qu'il considérait comme des pratiques non bouddhistes. Il explique par exemple ceux qui prennent refuge de manière véritable et sincère, se libérant de tous les attachements illusoires et de toute préoccupation concernant le favorable ou le défavorable, ne doivent jamais chercher refuge auprès d'esprits faux, ou d'esprits malins, ou d'esprits au sens large, de fantômes, ou d'enseignements non bouddhistes. Il n'y a donc pas dans le Jodo Shinshu ce qu'on va appeler les ema, les omikuji ou même les goshuin dans les temples Jodo Shinshu. Donc ceux qui sont peut-être allés au Japon, vous connaissez ces différents termes. Ce qu'on va appeler du coup un omamo, donc un ema, c'est des petites tablettes votives. Je vous montrerai des exemples. Hein, ces petites tablettes en bois sur lesquelles on va écrire ses vœux et qu'on va attacher dans les temples et les sanctuaires pour s'apporter de la chance. Les omamori, c'est des petites amulettes de protection. Les omikuji, c'est tout simplement des papiers qui vont vous donner votre chance, un peu comme sur de l'astrologie ou un truc comme ça, votre horoscope d'une certaine façon. Et les goshuin, ce sont des calligraphies qui sont faites dans les temples et les sanctuaires qu'on va collectionner et qui, pareil, sont censés apporter de la chance. Donc tous ces éléments-là, qu'on retrouve dans la plupart des temples au Japon, parce que ça permet de gagner de l'argent, hein, c'est des choses qui se vendent dans les temples, eh bien, on ne les retrouve pas dans les temples de ma branche, le Jodo Shinshu, ce qui perturbe des fois les touristes qui viennent, hein, surtout les goshuin, parce que c'est très à la mode en ce moment, hein, ces calligraphies de temples. Les gens demandent je peux avoir un goshuin? Et puis en fait, on est obligé de leur expliquer que nous, on ne le fait pas, parce qu'on ne croit pas au concept de chance que ça pourrait apporter aux gens. Voilà. C'est un petit truc. Voilà. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans cette planche ici, hein, c'est de voir que même si Ren-san est un moine Jodo Shinshu, que techniquement, il n'est pas censé croire à tout ça, il peut pas s'empêcher d'avoir peur quand même. Et ça, c'est toujours un point qui est intéressant, c'est la différence entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire, on a beau ne pas croire, techniquement, on a beau ne pas être censé croire en toutes ces choses-là, dans la pratique, voilà, moi, si je vois une poupée qui bouge, je vais avoir peur. Voilà.
Donc c'est toujours la différence entre la théorie et la pratique. Il faut garder toujours en mémoire que ce sont des frontières qui sont assez fluides. Il y a la théorie d'un côté qui est gravée dans le marbre, mais derrière, comment les gens l'appliquent et ce qui se passe dans leur vraie vie, voilà quoi. C'est un petit peu, c'est souvent assez différent et c'est assez fluide. Voilà, faut pas trop s'en formaliser. Et Christine qui dit effectivement c'est très contraire à l'esprit japonais qui est plein de superstitions. Tout à fait. C'est assez particulier cet aspect, l'aspect du Jodo Shinshu qui le différencie assez fortement des autres écoles bouddhistes japonaises, hein. Le fait qu'on n'ait pas toutes ces choses liées à la chance, qui sont des choses que les Japonais aiment beaucoup en fait. Les Japonais, ils adorent justement, hein, toutes ces petites, on va dire, papiers porte-chance, ces divinations, etc. Ça les amuse beaucoup. C'est quelque chose auquel ils portent beaucoup d'attention. Donc le Jodo Shinshu, d'ailleurs, fait un petit peu office d'ovni sur ce point spécifique, en effet. Et donc, on continue, hein, sur le thème de la poupée maudite. Elle dit: Je suis Marie, une poupée maudite qui apporte le malheur à ses propriétaires. Et c'est noobs qui pensent pouvoir m'arrêter. Et derrière, on a Kai-san qui commence à lancer des mantras. Une prière qui exorcise les mauvais esprits, l'art des 9 kanji de protection. En fait, on va placer 9 kanji et avec notre main sous forme de katana, on va imiter un katana avec notre main et on va couper l'air, former un symbole avec le katana et couper l'air comme ça pour former une grille tout en récitant ces 9 caractères et ça va permettre de exorciser les mauvais esprits. Et donc elle est complètement exorcisée et lui il fait juste un problème sans importance de régler. Voilà, et ils sont tous complètement hallucinés. Donc là, un exorcisme en direct, hein, auquel on assiste. Kai-san est flippant mais classe. Il est très très stylé. J'avoue que le Shingon c'est assez cool en général, hein. C'est un peu hardcore mais c'est cool. Et donc voilà, comment ça se passe un peu toutes ces choses-là. Donc Kai-san, je le disais, hein, c'est un petit peu coupé au-dessus, mais Kai-san, il fait partie de l'école Shingon. C'est-à-dire que c'est, comme je disais, hein, c'est une école qui se caractérise par des pratiques cachées, des pratiques plus ésotériques, parmi lesquelles on va retrouver notamment de la divination, de la protection, mais aussi des exorcismes de malédiction. Et ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les Omamori, Omikuji, Ema, Goshuin, et les rituels pour apporter de la chance et les exorcismes, tout ça, on va le retrouver dans le Shingon. Donc là, je vous ai mis des petits exemples visuels. Ça, c'est un Omamori, donc vraiment une amulette de protection. On peut en avoir des Omamori de tous les types. On peut avoir des Omamori pour protéger vos enfants, pour protéger votre voiture, etc., etc., pour protéger votre maison, pour avoir de la chance aux examens, de la chance en amour. Voilà, il y en a pour tous les styles et tous les goûts. On a ici les Omikuji, où là, c'est vraiment une sorte de divination. Ce que je dis, c'est très proche de l'horoscope. Vous allez tirer soit directement un papier, soit un bâton avec un numéro qui va vous donner derrière un petit papier avec le même numéro. Et sur ce papier va être écrit si vous allez avoir de la chance ou pas de chance. Je vais revenir dessus parce qu'il en parle juste après. Il y a une page du manga justement sur les Omikuji. Et on a aussi les Ema, donc ces tablettes votives qui sont souvent bien décorées en lien avec le temple ou le sanctuaire dans lequel vous l'achetez. Vous allez marquer au dos vos vœux et vous allez ensuite l'attacher dans un endroit spécifique du temple ou du sanctuaire. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des éléments qu'on va retrouver autant dans la plupart des temples bouddhistes, alors sauf Jodo Shinshu, que dans les sanctuaires Shinto. Donc là, j'ai mis Sef Madoka parce que je vais vous raconter un petit peu, hein, justement par rapport à ça, le coup des exorcismes. Je regarde Twatiwan qui dit, du coup, le temple que j'ai vu à Nagoya qui propose de l'exorcisme de voiture doit être de cette branche. C'est très probable. C'est très probable. Ça peut être aussi du Tendai, c'est possible qu'ils en fassent, mais c'est... Et justement, j'allais venir là-dessus, c'est ça qui est intéressant, comme je vous disais là, en fait, c'est que ce sont des éléments qu'on va retrouver autant dans les temples bouddhistes que dans les sanctuaires Shinto. Ils proposent vraiment les mêmes choses. Et justement, j'ai eu l'occasion, là, pendant mon séjour au Japon, de discuter avec Madoka, qui est un prêtre Shinto, qui a un gîte dans la campagne japonaise. Et donc, on a passé 3 nuits dans son gîte, et il nous a emmenés dans les coins un peu connus, un peu sympas de sa région. Et en fait, c'était surtout l'occasion très intéressante pour moi de discuter de son travail de prêtre Shinto, parce que autant, voilà, je commence à avoir une vue un peu globale de ce qui se passe dans le bouddhisme au Japon, mais j'avais jamais eu l'occasion de passer du temps avec un prêtre Shinto. Et justement, il m'a expliqué que parmi les cas pour lesquels on l'appelait en tant que prêtre Shinto,
pour faire des rituels, eh bien, il y avait notamment des cas d'exorcisme de maison ou de voiture. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va acheter une nouvelle voiture, et encore plus si c'est quelqu'un qui achète une voiture d'occasion, il va l'exorciser pour s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaises choses qui vont arriver à la voiture, ou peut-être même simplement pour enlever les influences potentiellement néfastes du propriétaire d'avant. Même principe quand on va acheter une maison, eh bien on va la faire exorciser pour justement enlever tous les éléments négatifs, toutes les mauvaises influences qui pourraient être attachées à la maison, on va les faire partir. Et donc ça, c'est un de ses jobs en tant que prêtre shinto, c'est de faire ça, aller exorciser des maisons, exorciser des voitures. Pareil aussi, quand il me disait, quand ils font construire une nouvelle maison, par exemple, quand ils font construire une nouvelle maison, souvent avant, ils vont demander à un prêtre shinto de réaliser un rituel pour prévenir les dieux qu'on va construire sur cette terre-là. C'est-à-dire, en gros, pour avoir l'accord des dieux, Shinto, hein, l'accord des dieux, que c'est OK de construire à cet endroit-là, de prendre une parcelle de sol pour construire. Et pareil, quand on va détruire une maison, ils vont refaire un rituel du même genre pour redonner d'une certaine façon la terre aux dieux et pour aussi enlever les influences néfastes des différents propriétaires qu'il y a pu avoir avant. Ouais, j'ai trouvé ça incroyable parce que j'avais jamais eu l'occasion de discuter. Je savais pas concrètement ce qu'il faisait en fait. Et du coup, il m'expliquait que lui, il est beaucoup appelé pour ce genre de choses et qu'il a quelques rituels qui se font vraiment dans son sanctuaire. Mais vraiment beaucoup, c'est des rituels qui sont faits en extérieur pour des particuliers qui demandent ce genre de cas. Et donc voilà, Kai-san, pardon, notre prêtre Shingon, prêtre bouddhiste Shingon, a fait à peu près le même genre de choses aussi, a priori, quoi. Il va exorciser des trucs. Donc voilà, je trouvais ça extrêmement intéressant d'avoir notre avis, enfin l'avis d'un prêtre shinto par rapport à son quotidien. C'est assez cool. Il m'expliquait aussi, hein, par exemple, que ils ont vraiment une zone d'action. Parce que du coup, il y a plusieurs prêtres shinto dans les différents villages un peu autour et tout. Et en fait, historiquement, il a sa propre zone d'action. C'est-à-dire que si les gens de sa zone à lui ont besoin voilà, de faire exorciser leur bagnole, c'est lui qu'ils vont appeler. Et si il y a un moment où on se balade en voiture, il dit voilà, à partir de ce village-là, c'est plus sous ma juridiction d'une certaine façon, c'est plus sous ma juridiction en tant que prêtre shinto, c'est au prêtre shinto de ce coin-là d'aller gérer si voilà, il y a besoin de faire un rituel. Donc ils ont vraiment leur zone d'action. Et quand je lui ai demandé d'où ça venait, il me dit bah, ça a toujours été à peu près comme ça, quoi. Ça se passe de génération en génération, et puis ils savent que voilà, c'est à peu près leur zone, c'est ça. À partir de ce village-là, c'est un autre prêtre. C'est assez sympa. Et Twentyman qui dit je trouve que c'est très logique par rapport à toute la notion de purification, de propre qui est liée à la société japonaise. C'est ça. Alors, c'est un peu les deux en même temps. Tu dis, est-ce que alors c'est la religion qui a influencé la culture, l'œuf ou la poule? Le Shinto est très lié à cette notion de pureté. Donc, il y a ça. Alors, dans quelle mesure c'est l'esprit japonais qui a influencé ça dans le Shinto ou le Shinto qui a influencé la société japonaise? À mon avis, c'est quelque chose qui a grandi ensemble, hein, les deux étant très liés. Mais effectivement, cette notion de pureté est vraiment fondamentale dans le Shinto. Cette notion aussi d'énergie et cette notion de pureté, chose qu'on a moins dans le bouddhisme d'une certaine façon. Voilà. Et c'est pour ça que dans le Shinto, il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir faire en fonction de certains états. Par exemple, si on a été en contact avec des morts, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, etc. Alors que dans le bouddhisme, c'est très différent. Et je dis pas qu'il n'y a pas de notion de pureté d'une certaine façon dans le bouddhisme, mais c'est vraiment pas pareil. L'accent n'est pas mis vraiment sur cette notion de pureté, autant qu'elle peut l'être dans le Shinto, ouais. Complètement. Donc voilà, ici c'était donc Kai-san, l'exorciste, et puis voilà, du coup j'ai passé 3 jours dans un sanctuaire, dans un gîte qui est lié à un sanctuaire, qui est à côté d'un sanctuaire shinto, et pareil, j'ai appris qu'effectivement c'était le boulot aussi des prêtres shinto, d'aller exorciser des trucs, je trouvais ça très cool. Voilà. Puis d'ailleurs, je leur demandais, hein, je lui disais, mais du coup, t'as appris ça comment? Et il me disait, ben, lui, son père et son grand-père et toute sa famille, en fait, historiquement, sont prêtres shinto, donc il a appris grâce à la famille, mais ils sont aussi, pour pouvoir être vraiment prêtres, ils doivent passer un moment dans une école de prêtres shinto. Je me dis, mais c'est quoi, c'est Hogwarts, ce truc, c'est Poudlard? Ils vont dans une école de prêtres shinto. Et justement, il m'a dit, bah, typiquement, ce genre de rituel pour purifier une bagnole, bah, tu l'apprends dans l'école shinto, quoi. À un moment, ils vont te dire, bah voilà, j'imagine, genre ce matin, on va apprendre à purifier une bagnole, quoi. Je trouve ça fou. C'est incroyable. Les gars, ils sont à Poudlard. ça me fait vraiment rire. Je trouve ça assez cool. Donc voilà, très belle expérience. En plus, il parle français, Madoka. C'est très cool. Il a vécu en France, donc il parle parfaitement français. Donc c'était d'autant plus facile pour avoir des conversations assez poussées sur ce genre de thème. Voilà.
Et donc, c'était Kai-San et son exorcisme. Et donc, on va continuer et justement finir un peu avec Kai-San et son concept hein, de l'ordre de la chance. On va parler ici justement de ces fameux omikuji hein, dont je vous parlais avant, hein, ces petits papiers qui vont vous donner votre chance du moment. Donc, Len-san qui discute, Shige-san, tu m'as l'air fatigué aujourd'hui. Ah, en ce moment, il n'y a rien qui va, je suis au fond. Alors, en vrai, c'est comme dit la mauvaise chance qui est sur mon omikuji. Et là, t'as Kai-san qui arrive et fait, mais mauvaise chance, c'est encore ok. Il y a bien pire que ça. Et donc là, il lui sort son papier qui est abusivement long de tout l'ordre des différents trucs de chance, en partant de la super grande chance, la bonne chance, la chance ok, petite chance, plus ou moins de la chance, vaguement de la chance, vaguement plus ou moins de la chance, normal, futsu, la base, pas de chance, petite pas de chance, plutôt pas de chance, c'est vraiment pas ouf, et great bad luck, genre vous devriez commencer à paniquer maintenant. Donc voilà, lui il abuse parce qu'il a une liste qui n'a aucun sens. En fait, il y a des... Et justement, c'est ce qu'explique Ko-san ici, le Wanzen, il dit il y a des endroits où bonne chance, et juste après petite chance, l'ordre va dépendre globalement des temples, et elle dit plat, ce genre-là, c'est vraiment la base, flat. J'ai appris un truc, là, genre là, ta chance, c'est genre... C'est plat. C'est ni bon ni mauvais, c'est genre naze. C'est juste nul, il se passe rien. Et donc là, notre petit client, il fait « Oh non, peut-être que je devrais acheter une amulette de bonne chance, comme l'indique l'Omikuji. » Et là, t'as Alan-san qui arrive et fait « Oi, c'est quoi ça? C'est quoi ça ?» Et la petite boîte qui dit « Pour le café seulement, la bonne fortune de Kai-san, c'est 200 yens. 200 yens pour avoir sa chance. » Kai-san, il fait « Moi, je me suis arraché pour créer ma petite boîte et tout. » Donc là, vous voyez un petit peu le moine Jodo Shinshu qui critique en disant qu'est-ce que t'es en train d'arnaquer les clients avec tes conneries. Et puis bah, Kai-san, lui, pour lui, c'est tout à fait normal de faire ça. C'est un moine Shingon, c'est tout à fait logique. Mais voilà, Lan-san, il est genre, oui, tu fais quoi là? Espèce de mafieux là. C'est quoi ces manières là de vendre de la chance là? T'es où? Mais voilà, dans la plupart des temples, en fait, c'est tout à fait normal. Donc c'est l'occasion justement de reparler un petit peu de tout ça. Hein. Donc les... Attendez, je vais juste redescendre un peu ça. Hop. Voilà. Les Omikuji hein, donc, se trouvent dans de nombreux temples, alors comme je disais, pas dans les temples Jodo Shinshu hein, ou sanctuaires, mais certains vont même en proposer en anglais désormais, quand vous allez vraiment dans les gros temples bien touristiques, du genre le Sensoji, je vous montrerai un exemple juste après, le Sensoji à Tokyo, pardon, le Sensoji de Tokyo, ils les ont en anglais, voilà, ils vont avoir des traductions parce qu'ils savent qu'ils ont énormément de touristes étrangers, donc voilà, distribuer des papiers, faire payer des papiers de bonne chance ou mauvaise chance, mais tout en japonais, ce serait un petit peu compliqué. Mais par contre, si vous allez dans les petits temples et sanctuaires, il est fort probable que ce ne soit que en japonais. Donc là, il faudra vous débrouiller avec ça. Et il en existe toute une variété de formes. Certains qui se révèlent à l'eau uniquement. Il y en a certains qui sont même carrément mis dans des petits animaux du zodiaque. Par exemple, là, on avait vu pendant le voyage scolaire, on est allé voir 2 sanctuaires liés aux animaux du zodiaque. On est allé voir un sur les sangliers, cochons sangliers, et un sur les lapins. Et dans chacun, ils avaient des petites figurines, donc un de sanglier et l'autre de lapin. Et en fait, en dessous, il y avait une petite trappe qu'on pouvait ouvrir et hop, le papier de chance était dedans. Donc il y en a qui font ça maintenant. Il y en a, il faut les mettre dans l'eau pour qu'ils se révèlent, etc., etc. En fait, voilà, moi j'ai mis ici un petit hashtag marketing. Chaque temple et sanctuaire qui vend ces choses-là essaye de les rendre un peu attractifs pour que les gens aient envie de les acheter. En général, hein, ça coûte vraiment pas cher. C'est ce que j'ai mis un peu plus bas. Ça coûte entre 100 et 200 yens. Des fois un petit peu plus cher si c'est avec des petites figurines, mais ça n'a jamais cherché très cher, hein, dans les 2-3 balles maximum. Et voilà, le but, c'est vraiment de faire en sorte que les gens les achètent, qu'ils ne se ruinent pas. Et donc, la technique, c'est que quand un omikuji est mauvais, c'est-à-dire quand vous tirez une mauvaise chance, comme ici, le petit client, eh bien, normalement, vous devez l'accrocher quelque part dans le temple ou le sanctuaire pour qu'ensuite il soit exorcisé. Donc, souvent, quand vous allez dans les temples et les sanctuaires, vous verrez, il y a un endroit avec des fils qui sont tendus comme ça, et plein de petits papiers qui sont attachés dessus. Et bien, ces petits papiers-là, ce sont des papiers de chance que les gens n'ont pas voulu garder. Donc, en général, de la mauvaise chance ou de la chance pas moyenne. En tout cas, ça n'a pas plu aux gens. Du coup, ils l'attachent pour que ce soit exorcisé. Donc, ça ne veut pas dire que si vous tirez un papier de mauvaise chance, vous allez forcément vous taper la mauvaise chance. Il y a moyen encore de faire une petite esquive, hop là, en l'attachant dans le sanctuaire ou le temple pour que ce soit exorcisé derrière. Voilà.
Et donc ici, hein, la blague hein, sur cette page, hein, c'est le fait que la liste de Kaisan, elle est juste excessivement longue. Ça n'a aucun sens que ce soit long comme ça. Voilà. Et donc les Omikuji, hein, comme tous les autres, comme les Omamori, les amulettes de protection, les Ema, etc., etc., tout ça, ce sont des items qui vont rapporter de l'argent aux temples et sanctuaires. Ça leur permet d'arrondir un peu leur fin de mois. Il y a vraiment des temples et des sanctuaires. Voilà, ils roulent pas sur l'or, donc bon, ça leur fait toujours un petit gain d'argent. Salut jardin de thé. C'est ça. Ouais, le 21 qui dit les catholiques vendaient bien des indulgences pour s'assurer une place au paradis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, bah, c'est le même délire. À un moment, c'est toujours pareil. Hein, le problème de la vraie vie, c'est qu'on a besoin du vrai argent. Donc, à un moment, euh, comme tout le monde, les gens ont besoin d'argent, les sanctuaires et les temples ont besoin d'argent pour que les personnes qui sont dedans aient de quoi manger, pour réparer si besoin, s'il faut faire des travaux et tout. Donc, dans le vrai monde, on a besoin du vrai argent. Donc, bah, il y en a qui ont trouvé aussi cette solution-là, quoi. Est-ce que les temples et les sanctuaires bénéficient de subventions d'État? Je ne sais pas du tout, c'est une bonne question. Je crois qu'on l'avait déjà posée et il faudrait que je me renseigne à l'occasion. Je ne sais pas. J'imagine que dans certains cas, typiquement ceux qui sont au patrimoine de l'UNESCO, par exemple, doivent avoir des aides, c'est quasi sûr. Mais la plupart des temples et des sanctuaires, parce qu'il y en a vraiment énormément, et bien en fait, ce sont des bâtiments entre guillemets privés. Donc bah, derrière, il faut s'assurer pour les réparations. Des fois, ils peuvent appartenir des fois à la mairie, ça dépend. Mais voilà, je me mouillerai pas trop par rapport à ça, j'en suis pas tout à fait certain. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de cas par cas. Mais voilà, souvent quand c'est des petits temples ou sanctuaires, vous devez un peu vous débrouiller, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les Omikuji. Et je vous en ai mis ici un exemple. Voici un exemple brutal de mauvaise fortune qui vient du Sensoji, donc le gros temple de Tokyo, là, qui est à Asakusa. Et il est traduit en anglais, hein. Et dessus, je dis dessus, vous devriez juste mettre, vous devriez commencer à paniquer. Donc voilà, je vais vous lire ce qui a marqué, je vais vous le traduire, hein. Donc c'est le numéro 88. Donc je vois comment ça se passe techniquement, hein. Il y a une grosse boîte hexagonale avec des bâtons dedans. Donc la personne, elle secoue le bas de la boîte. Et à un moment, il y a un bâton qui va sortir. Vous prenez ce bâton, il y a un numéro dessus, après vous le remettez dans la boîte. Donc ça, il y a un numéro dessus, là il y a le numéro 88. Et donc derrière, vous avez un gros endroit avec plein de petits tiroirs. Donc vous ouvrez le 88 et vous prenez la chance qui a marqué dedans. Donc là, la chance, c'était la chance 88, mauvaise fortune, mauvaise chance. Même si vous essayez de faire quoi que ce soit, vous n'arriverez pas à vous entendre avec les gens. Essayez d'éviter des situations dangereuses. Quelque chose d'autre de problématique va vous arriver. Les problèmes et les difficultés vont venir à la personne qui s'occupe de sa maison. Faites attention aux autres religions, parce que d'autres... faites attention à être plus religieux, parce que plein de mauvaises choses vont vous arriver dessus. Vos vœux ne vont pas se réaliser. Si vous êtes malade, vous n'allez pas aller mieux. Les objets que vous avez perdus, vous n'allez pas les retrouver. La personne que vous attendez ne va pas venir. Construire une nouvelle maison ou en enlever une sera mauvaise. Ce sera mauvais de toute façon. C'est mauvais de voyager. Ni le mariage, ni le travail ne seront bons. Le mariage et le travail sera mauvais. Voilà. Le Omikuji de va te prendre, rien ne va. Donc celui-là, quand vous l'avez, c'est le Omikuji du vous devriez commencer à paniquer maintenant. Celui-là, vous le prenez, vous essayez de ne pas vous casser la figure le temps d'aller jusqu'à l'endroit où vous devez l'attacher, et vous l'attachez, et derrière, vous croisez les doigts. J'en avais jamais vu des aussi mauvais, je savais même pas que c'était possible. Parce qu'en vrai, Sophie, je sais pas si c'est parce qu'elle a du bol, mais elle, moi j'en prends pas, mais elle, enfin j'en prends pas, j'en prends rarement, mais elle, quand elle en prend, souvent elle a plutôt bonne chance, moyenne chance, petite chance et tout. D'ailleurs, on rigolait parce que plus son voyage au Japon avançait, et plus ceux qu'elle tirait étaient mauvais. Elle avait commencé par genre très grande chance, après elle avait moyenne chance, après elle avait petite chance, et après je crois qu'elle a arrêté parce qu'elle s'est dit si je continue, ça va être de pire en pire. Voilà. Mais du coup, moi, je pensais un peu naïvement que la plupart de ces Omikuji contenaient, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, hein, contenaient des bonnes prédictions, en fait. Pourtant, j'aurais dû me douter, parce que j'ai quand même vu un paquet de Omikuji attachés sur ces fils dans les temples et les sanctuaires. C'est donc probablement qu'il y en a beaucoup qui sont mauvais, mais la plupart des gens autour de moi ont tendance à en tirer des bons. Mais là, celui-là, celui qui l'a tiré, il s'est dit, mais ma vie est foutue. C'est terminé. Voilà. Peu importe ce que je fais, ça se passera mal. Je ne retrouverai pas mes objets perdus. Si je suis malade, ça va mal se passer. Mes vœux ne se réaliseront pas. Ça sert à rien que je me marie. Et voilà. Ça sert à rien que je déménage aussi. Tout va mal.
Mon travail sera mauvais, tout va mal. Voilà. Je voulais vous le mettre parce que vraiment, ça m'a fait marrer. Quand je cherchais cet exemple de Omikuji, que je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais what? Et au début, je m'étais dit, attends, non, mais le gars, il abuse. C'est genre, ils ont mis une mauvaise traduction anglaise exprès pour faire rigoler. Mais non, non, c'est vraiment ce que dit le japonais, en fait. Alors, le japonais dit ça aussi, quoi. Il dit, par exemple, dete konai desho, donc vaut mieux pas sortir. Ne sortez pas. Voilà, tout ce qui va être voyage, lui desho. Voilà, le voyage, c'est mauvais. Voilà. C'est vraiment ce que dit le japonais aussi. C'était pas une fausse traduction pour rigoler et tout. C'est voilà. C'est comme ça. Ça m'a fait marrer. Voilà. Enfin, ça m'a fait marrer. La personne qui l'a eu n'a pas du temps rigolé que ça. J'espère vraiment qu'elle l'a pris en photo et qu'ensuite elle est vite allée le pendre à un endroit. Même si je crois pas à la chance, juste par principe. Donc voilà, c'est tout en tout cas ce que j'avais pour aujourd'hui au niveau de ce petit Bouddha Café. Est-ce que de votre côté, vous avez des questions ou des remarques, des choses que vous aimeriez discuter? Oui, et si j'ai bien compris, il lui dit aussi de ne pas rester chez lui. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Exactement, ouais. Des conneries des shows. Enfin, vaut mieux pas, ouais, vaut mieux pas sortir. Ouais, pareil, ils disent Machihito, donc la personne que vous attendez, pareil, elle ne viendra pas, quoi. Quelle horreur. Angel Cassidy qui dit pour que la bonne fortune ait de la valeur, il faut aussi avoir de la mauvaise également. Je suis d'accord aussi. Je suis assez d'accord. Mais en fait, vous voyez vraiment le côté un peu blague, d'une certaine façon, le côté un peu, on va dire, rigolo, fun de tout ça, c'est que si c'est une bonne chance, vous le gardez, ça vous a fait plaisir. Si c'est une mauvaise chance, vous l'attachez et la mauvaise chance est conjurée. Donc d'une certaine façon, on risque pas grand-chose à tirer son papier de chance. Et c'est pour ça que les Japonais aiment beaucoup le faire entre eux, parce que c'est toujours un peu ludique, c'est rigolo. Voilà, on va tirer nos papiers de chance entre nous et on va rigoler on va voir qui c'est qui a de la mauvaise chance. Et ah non, toi t'as une chance de merde, oh non, va l'attacher vite. Voilà, il y a toujours un moyen de s'en sortir, exactement. Voilà, je trouve ça assez drôle en vrai. S'il n'y a pas de. C'est bon enfant. On va dire que c'est très bon enfant. En fait, il y a beaucoup de choses par rapport à tout ça qui sont assez bon enfant en fait dans tous ces temples et ces sanctuaires, avec tous ces éléments liés à la chance, ça reste de la superstition, mais de la superstition assez marrante quoi. Même le gars qui a eu la pire prédiction là, au final, voilà, ça devrait pas lui arriver s'il fait ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir, quoi. Voilà. Après, vous pouvez y voir aussi d'une certaine façon un business un peu crapuleux. On peut le voir aussi comme ça, hein. Moi je suis toujours un peu ambivalent par rapport à ça. C'est que je comprends bien la notion dans le vrai monde, il faut du vrai argent. Et je comprends le côté amusant, rigolo, et puis il y a des gens qui sont prêts à les acheter, donc voilà. Mais de l'autre, des fois, je rentre dans des temples, par exemple, et vraiment dans l'enceinte du temple, donc vous rentrez vraiment dans le bâtiment lui-même, vous avez l'image sacrée qui est en face, et sur le côté, vous avez des bureaux avec plein de bordel à acheter et tout. Moi, des fois, ça me fait un peu mal au cœur, en vrai. Je suis genre, c'est pas l'endroit est pas pour ça à la base, quoi. Mais bon, c'est les dérives du capitalisme, même au cœur des temples, quoi. C'est pour ça que je suis assez content avec les temples Jodo Shinshu dans ma branche, qu'on n'ait pas ce genre de truc dedans, parce que j'avoue que des fois, je suis un peu irrité quand je les vois. Je suis bon, ben. Je sais plus si c'est dans un temple ou dans une boutique, et ça me pose un peu problème, quoi. Mais bon. Après, c'est mon avis, même si je comprends derrière, quoi. Voilà. En tout cas, ça avait beaucoup de succès auprès de nos élèves, hein, toutes ces choses-là. Surtout, alors le number one au niveau du succès, c'est les fameux Goshuin, hein, donc c'est calligraphie et tampons de temple à collectionner. Alors ça, pour le coup, moi, j'aimerais bien en avoir. C'est Sophie qui les fait pour moi, pour nous deux. Mais j'aime bien les avoir parce que je trouve que c'est c'est un beau souvenir du temple. Et surtout, normalement, les Goshuin, en fait, on les met dans ce qu'on appelle un Goshuin show. Donc, c'est-à-dire un carnet à Goshuin. C'est un carnet qui est fait exprès pour ça, que vous pouvez acheter soit dans certaines papeteries japonaises, soit directement dans la plupart des temples et des sanctuaires. Souvent, les temples et les sanctuaires vendent leur Goshuin show, donc leur carnet, à leur effigie. Et derrière, ben,
En fait, vous partez avec ça, ils vous mettent en général la première calligraphie du temple ou du sanctuaire dedans, et après, ben, vous avez ce Goshuin-sho, vous allez pouvoir le remplir page par page avec des calligraphies de chaque temple et sanctuaire que vous allez visiter. Et c'est souvent à des prix qui sont pas non plus extrêmement chers, hein, entre 300 et 500 ou 600 yens. C'est pas c'est ce qui fait dans les entre 2 et 4, 3-4 euros avec le taux de change actuel. Donc vous n'allez pas vous ruiner en faisant ça, mais de l'autre, voilà, je trouve que ça fait un beau souvenir des temples. Si on met de côté l'aspect c'est censé porter chance, protéger, etc., voilà, je trouve juste que c'est sympa. C'est esthétiquement cool. Pareil pour les EMA, ces tablettes en bois dans lesquelles on est censé écrire ses vœux, elles sont souvent décorées aux motifs, avec des motifs en lien avec le temple ou le sanctuaire. Donc ça, pareil, j'aime bien, je trouve ça, c'est joli. Voilà. Donc je comprends, je comprends le truc, mais voilà. Pour le bouddhiste, y a-t-il des symboles sacrés ou autres? Oui, effectivement, on a par exemple ce qu'on appelle la roue du Dharma, donc qui représente justement la roue des enseignements du Bouddha. On a alors un truc qui ressemble à une svastika mais à l'envers, qui est aussi un symbole bouddhiste qu'on retrouve beaucoup. Voilà, il y a des symboles, il existe des symboles bouddhistes effectivement particuliers. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, 21 Watt. C'est un bon point aussi, ce que tu dis. Hein. C'est intéressant que c'est intéressant que tu exprimes le sentiment désagréable de voir des éléments marchands dans les temples, mais que de l'autre, cela attire également des personnes qui ne seraient peut-être pas arrêtées dans un endroit qui n'aurait peut-être pas été transformé par expérience. Je suis assez d'accord avec toi. C'est aussi un, c'est aussi un motif pour venir dans les temples, en disant ah bah tiens, du coup, en plus, on va pouvoir tirer notre fortune du jour, ça va être rigolo, et puis on va faire un vœu sur une tablette, ça va être sympa. On va se prendre peut-être un opti au Mikuji parce que voilà, j'ai un examen important bientôt et tout. Donc ouais, je comprends. Et je suis assez d'accord aussi. Hein, ouais, c'est pour ça que je te dis, je suis un peu ambivalent par rapport à ça. C'est-à-dire, je ne rejette pas du tout en bloc le principe. Hum, Mais si tu veux, moi j'aurais tendance, après c'est ma façon de voir les choses. En fait, ça me gêne pas tant que ça quand c'est dans un bâtiment à côté. Genre, tu vois, t'as vraiment le temple sacré avec l'enceinte, avec le Bouddha et tout. Moi, quand je suis dans ce genre d'endroit, j'ai pas envie d'être dans une boutique, j'ai envie d'être dans un lieu sacré, en fait. Et du coup, dans la plupart de ces endroits-là, t'as même plus vraiment de zone, par exemple, où tu peux t'asseoir pour te recueillir et prier. En fait, t'as juste t'as des étals et puis tu peux voir la statue et c'est tout. Et ça, là, dans ces cas-là, ça me pose problème. Par contre, quand c'est dans un bâtiment à côté, pourquoi pas après tout, tu vois. Dans la même enceinte du temple, ça peut être le bâtiment qui est vraiment voisin au truc, tu vois, ça me gêne pas. Ou alors qu'il y a un endroit un peu séparé entre les deux, tu vois, une sorte de délimitation entre l'espace un peu sacré et l'espace où on va vous vendre des machins. Mais de l'autre, là où ce que je dis peut être aussi un peu contré, c'est de dire que ben, justement, ce qui fait, pour ceux qui y croient, ce qui fait la puissance de ces objets, que ce soit les amulettes de protection, etc., c'est aussi qu'elles sont dans l'enceinte sacrée de base, en fait. Donc voilà, on peut aussi voir ça sous cet angle-là. Voilà, c'est juste. Voilà, c'est un peu mon mood Jésus versus les marchands du temple, tu vois. Je suis des fois un peu dans ce mood-là, j'ai un peu envie de retourner les tables, tu vois. Mais d'un côté, je comprends. D'un côté, je comprends aussi. Donc voilà. Mais ce que tu dis est juste, hein, ça amène les gens aussi. Hein. Ça amène les gens. Donc, voilà. Là-dessus, je vous laisse. Chacun doit se faire son propre avis par rapport à ça. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il y a pas, pour mon sens, de bonne et de mauvaise réponse, quoi. Voilà. Et ça se trouve, si j'étais un moine Shingon, je vous dirais, mais non, mais achetez des Omamori pour vous protéger, c'est ultra important et tout. Comment vous allez faire, c'est pas de protéger et tout. Je dirais pas du tout la même chose, tu vois. Le débat reste ouvert, c'est ça. Je vous donne des billes, après vous faites ce que vous voulez avec. Vous débrouillez, vous faites votre avis. Voilà, je vous donne le mien, hein, mais et toi, comme je dis, même moi, je suis ambivalent là-dessus. Hein. Je rejette pas en bloc. C'est juste que voilà, de temps en temps, quand c'est trop accentué, ça m'énerve un peu. Quand j'arrive dans un beau bâtiment ancien, je me dis, ouais, je vais pouvoir me poser là et me recueillir un peu. Et là, tu arrives, en fait, t'as des étals partout dedans. T'as aucun endroit pour t'installer et vraiment prier, etc. Parce que je sais pas, c'est pas intimiste du coup, quoi. Tu te dis, je suis dans une boutique ou dans un temple. Voilà, ça me gêne. Mais quand c'est dans un bâtiment à côté, ça me gêne pas. Et puis, il y a plein de trucs drôles. En vrai, on a fait des trucs trop drôles au Japon avec Sophie. Hein. Par exemple, on est allé sur une petite île qui est sur le lac Biwa. Le lac Biwa, c'est le plus gros lac du Japon. Il y a deux petites îles dessus et il y en a une sur laquelle on est allé en bateau avec les élèves, qui est une île sacrée. Et dans cette île, il y a vraiment un temple et un sanctuaire, en gros, qui sont vraiment liés l'un avec l'autre. Ils sont quasiment inséparables. Très difficile de faire la différence entre l'un et l'autre. Elles sont liées. Et bref, il y avait un truc qui était hilarant à faire. Un petit jeu où, en fait, on est sur une plateforme.
on peut acheter des petites assiettes, je pense en espèce de terre cuite, hein, vraiment un truc un peu bateau. Le but, vous en achetez 2. Vous devez écrire sur une votre nom, sur l'autre votre vœu. Et en fait, vous êtes sur une plateforme surélevée et un peu plus, assez loin en face, il y a un gros taulis. Et le but, en fait, c'est de lancer vos assiettes et de faire passer les deux sous le taulis. Et si vous le faites passer sous le taulis, le dieu, il aura votre nom et votre vœu et donc il pourra le réaliser. Voilà. Et ce qui est hallucinant de voir, c'est qu'en fait, le taulis, il est en partie déjà submergé par les assiettes cassées que les gens ont envoyées. Donc il y a des milliers et des milliers d'assiettes qui ont été envoyées. Puis il y a le côté du coup qui est assez ludique. Voilà, on note le truc, ça coûte pas bien cher, tu lances tes assiettes. Voilà. Moi j'ai réussi à faire passer mon vœu mais pas mon nom. Donc peut-être qu'un vœu va se réaliser mais on saura pas pour qui. Ça va être pour un random. Les dieux vont faire tourner la loterie et puis ils vont faire allez, tiens, c'est pour toi celui-là. C'est gratuit. De toute façon, on sait pas à qui. Mais voilà, du coup, ce genre de truc, il y a un côté ludique, un côté marrant, et beaucoup de temples et sanctuaires font ce genre de truc. On a vu notamment un sanctuaire qui nous a fait rire avec Sophie à Kyoto, qui est un sanctuaire qui est lié à... alors, je sais plus exactement dans quel détail, mais en gros, une divinité qui était très belle, voilà. Et donc, en fait, ils en ont fait un sanctuaire de la beauté. Et donc, ce que vous faites quand vous allez dans ce sanctuaire-là, vous achetez les tablettes votives, les Emma. En fait, cette tablette votive, c'est un visage très simple. Et derrière, ils ont une petite zone avec des feutres et tout. Et le but, c'est de dessiner votre visage tel que vous aimeriez qu'il soit. Et ensuite, vous l'accrochez dans le sanctuaire. Et du coup, ils ont trouvé un concept marketing qui est hyper drôle parce qu'il y a plein de gens qui y vont exprès pour ça. Tout le monde prend le temps de dessiner son petit visage et tout, et de l'accrocher. Il y en a qui font des dingueries, hein, ceux qui savent un peu dessiner. Et du coup, pareil, c'est ludique, c'est marrant. Et puis, bah, ça fait vivre aussi le sanctuaire. Après, voilà, ça devient des fois peut-être un peu exagéré au niveau du côté fun de l'histoire, mais voilà, c'est la frontière des fois un petit peu limite entre les deux, mais ça reste drôle, ça reste vraiment drôle. Voilà. Ouais, ce serait intéressant d'avoir l'avis de moines qui pratiquent ce genre de choses. Ben, typiquement, Madoka, par exemple, hein, du coup, le prêtre Shinto, qui lui fait tout ce genre de choses, Goshuin, etc., les Omamori, même si je crois qu'il n'en avait pas forcément directement dans son sanctuaire parce que son sanctuaire est petit, mais il nous disait qu'il travaille assez régulièrement, il va filer des coups de main dans le gros sanctuaire de la ville d'à côté, où là il y en a, hein, tous ces Omamori, Omikuji et tout. Et en fait, je pense que lui, vraiment, il le voit comme quelque chose de positif. C'est-à-dire, bah ouais, achète un truc de protection, c'est bien pour toi. Voilà, donc lui, je pense qu'il ne le voit pas négativement parce que pour lui, c'est que du positif. Écrire des vœux sur une tablette, ça va peut-être les aider à se réaliser, etc. Et vu qu'il y croit, en fait, lui, il le voit de façon très positive. Mais c'est vrai que comme moi, je suis issu d'une branche où on ne croit pas au concept de porte-bonheur, etc., peut-être qu'il y a ça aussi c'est peut-être pour ça que je suis moins réceptif. Voilà. Et Angèle Cassie qui dit j'ai manqué ça, c'était tout en haut. Non, en fait, c'était quand tu étais sur l'île. En fait, il fallait monter la première volée de marche, partir à droite, et il y avait un endroit derrière le temple qui passait. Et là, en fait, t'arrivais à la partie plus sanctuaire, et c'est là où il y avait le promontoire avec les assiettes à balancer. C'était hilarant. On a tous fait, c'était trop drôle, mais il fallait bien les lancer, c'était dur. Hein. C'était vraiment dur. Hein. Moi, je l'ai raté la première, après j'avais le coup de main pour la deuxième, et du coup, ça, j'ai raté. Mon nom, il s'est écrasé par terre, il n'y a que mon vœu qui est passé. Donc, techniquement, j'ai raté. Voilà, j'ai foiré mon coup. Voilà. J'ai qui dit oui, ça casse un peu l'image, ça crée du temps. Voilà, c'est mon ressenti. C'est mon petit coup de gueule par rapport à ça. Voilà. Mais bon, je vous laisserai vous faire à chacun, bien sûr, votre avis personnel par rapport à ça. Ce que je dis n'est que mon avis, hein, pareil par rapport à la chance et tout. On a tous des visions différentes par rapport à ça. Genre, typiquement, Sophie, elle adore hein, tous ces trucs, elle trouve ça très cool. Donc voilà, c'est chacun son, on va dire, son feeling, son ressenti, sa sensibilité par rapport à ça, quoi. Voilà. Bah, écoutez, est-ce que vous aviez d'autres questions avant qu'on termine ce petit live du soir? Oui, bien sûr, Tomo qui dit si on est intéressé par Jodo Shinshu plus que par n'importe quelle autre école, on a quand même le droit de croire à la chance et à la divination à titre individuel. Oui, tout à fait. C'est ce que je dis, il faut vraiment faire la différence en fait entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que dans la théorie, Shinran, il était genre oui, bon, tout ce qui est chance, c'est pas bouddhiste, voilà, vous devriez pas forcément vous y attarder. Après, dans la pratique, je connais plein de moines, enfin plein de pratiquants du Jodo Shinshu qui sont contents d'avoir leur chance et la divination et tout ça. C'est pas un problème. En fait, pour moi, c'est pas bloquant. Faut partir du principe, en plus, que dans le Jodo Shinshu, on estime qu'on est des personnes normales, donc il y a plein de gens qui croient à la divination. Si ça commençait à devenir bloquant, ce serait un problème. C'est-à-dire qu'on exclurait des gens et c'est pas le cas.
Salut Eponine qui vient d'arriver. Salut, salut. C'est ça en fait, tu vois. Si on disait, ah bah non, parce que tu crois à la chance, tu peux pas être pratiquant du Jodo Shinshu, bah là on dirait, bah non, ça marche pas. Le Jodo Shinshu, c'est ouvert à tout le monde. Donc clairement, c'est pas. Il y a rien de bloquant par rapport à ça. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je te dis, c'est de la théorie pure. Et voilà, mais derrière, faut pas que ça te tracasse, quoi. Du tout. Du tout, du tout. Voilà. La base, hein, c'est justement, c'est le Jodo Shinshu, c'est une branche qui est censée être ouverte à toutes les personnes normales, à tout le monde avec nos qualités, nos défauts, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas. Voilà, donc il n'y a pas de, il y a aucune chose qui te disqualifierait de suivre et de pratiquer dans cette branche-là. Voilà. On aura l'occasion d'en discuter vendredi matin d'ailleurs de tout ça. On va parler on va commencer à lire le Tan Nisho, qui est justement un ouvrage qui rapporte des paroles de Shinran par un de ses disciples, donc Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu. Et il y a justement, c'est un peu une compilation de phrases choc. C'est un peu son disciple, il a noté quand il y avait des bonnes punchlines, il s'est dit, oh la punchline, oh ça je note, oh ça je garde ça. Voilà, il a son petit carnet à punchline, et c'est le Tan Nisho. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est des fois un peu mal compris parce que c'est un peu trop des punchlines, et c'est des punchlines pour les initiés, donc qui a été capable de décoder la punchline. Mais quand on n'a pas les explications, des fois c'est un peu genre, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, on aura l'occasion de discuter notamment du fait que c'est une branche qui est ouverte à absolument tout le monde, peu importe ce qu'ils ont fait, on peut tous devenir pratiquants du Jodo Shinshu. Voilà. Le retour des lives, c'est ça. Oh, merci beaucoup, Eponine, pour ton abonnement. Ça fait 6 mois. Waouh, merci beaucoup pour le soutien comme d'habitude. Ça fait super plaisir. Et donc, effectivement, là, c'est un live un petit peu particulier en lien avec la formation Objectif Japon de Sophie. Mais là, à partir de vendredi, on va reprendre un rythme plus normal de live. Ce que j'expliquais pour redonner un peu le planning, j'ai changé quand même quelque chose par rapport à avant le séjour au Japon. En fait, je ne vais plus faire que 2 lives par semaine sur la chaîne Twitch. Donc, ce sera des lives le mercredi matin et le vendredi matin. Donc, pour l'instant, on va faire vendredi matin. On va étudier, je vais vous montrer. Vendredi matin, donc à partir de ce vendredi, on commence donc le Tan Nisho dont je vous parlais. Hein. Et les mercredis, on va attaquer ce livre-là, qui a un titre très complexe, qui s'appelle La doctrine du germe de la foi, selon l'ornementation fleurie de Myoe. Voilà, qui a un texte Kegon qui est intéressant parce que c'est fait par un contemporain de Shinran qui était, on va dire, soumis au même type de problématiques, qui étaient problématiques de l'époque, mais qui les a abordées sous un angle assez différent. Donc là, ça va être l'occasion d'aborder une école qui s'appelle l'école Kegon, qui a quasiment disparu actuellement au Japon, mais qui était très puissante à l'époque. Et en fait, sa philosophie s'est un peu diluée dans les autres écoles et elle a fini par disparaître en tant qu'école indépendante. Elle existe encore un petit peu parce que le Todaiji de Nara, avec le gros Bouddha, le grand Bouddha là-bas, c'est un temple Kegon. Mais à part, s'ils n'avaient pas l'argent du Todaiji, ce serait un peu dead depuis longtemps, quoi. Voilà, donc ça va être intéressant. Kegon, il est assez technique ce texte, mais je vais un peu le décoder avec vous et je vais surtout m'en servir comme contrepoint du Tan Nisho et de la philosophie de Shinran pour vous montrer en fait à quel point 2 penseurs de la même époque, pour des problématiques assez similaires, peuvent arriver à des conclusions qui d'apparence peuvent être un peu proches, mais ils ont une vision du monde qui est complètement différente, une vision de ce qu'est la pratique bouddhiste qui est diamétralement opposée, qui fait que, bizarrement, ils en arrivent à des conclusions proches par des chemins très détournés, mais que quand on creuse, on voit vraiment les points sur lesquels ils ne peuvent pas s'accorder. Donc c'est très intéressant, et Myoe, c'est un moine que j'apprécie beaucoup, même si c'est un moine il est considéré comme, on s'en souvient dans l'histoire comme étant un critique justement des mouvements de la Terre pure qui commençaient à arriver à l'époque, un critique farouche de Honen, le maître de Shinran. Mais voilà, je reviendrai dessus, mais voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup Myoe pour de raisons obscures. J'ai un attachement fort à ce moine-là. Donc on aura l'occasion d'en parler à partir de mercredi. Et donc je disais plus de live les lundis, mais à la place, eh bien, on va faire sur le Discord de ma chaîne, parce que j'ai un Discord. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien ici. Si vous voulez, le lien, il est sur ma chaîne Twitch normalement. Hop, vous avez le lien Discord dans la partie. Voilà, quand vous arrivez sur la page, vous avez un lien Discord. Je vais juste vous
tac, je vous le mets ici. C'est un Discord qui est lié du coup à cette chaîne Twitch où on parle de bouddhisme au sens large, hein, pas que de Jodo Shinshu. On a d'ailleurs des pratiquants, hein, comme Eponine, qui sont des pratiquantes de la terre pure, mais d'une autre branche, la branche chinoise. On a des pratiquants du Zen qui sont là. Voilà, on a plein de bouddhistes différents et de personnes qui ne sont même pas bouddhistes, mais qui sont juste intéressées par le bouddhisme. Et le but, c'est d'en discuter, partager ensemble. Donc voilà. Et donc ce que je disais, c'est que sur ce Discord-là, les lundis soirs, maintenant, on va faire une petite cérémonie de Jodo Shinshu. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on va faire un petit quart d'heure de cérémonie, un quart d'heure, 20 minutes de cérémonie, un quart d'heure de cérémonie, 20-25 minutes de discussion, et ensuite, ou une demi-heure de discussion, et ensuite 15-20 minutes de méditation. En gros, 1 heure de pratique ensemble, avec la différence, c'est que du coup, sur le Discord, eh bien, ce sera donc en privé, et donc là, on peut vraiment discuter en live. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre votre cam, vous n'êtes pas non plus obligé de participer en soi, vous n'êtes pas obligé non plus de connaître la façon dont ça se passe, hein. Le but, c'est que tout le monde soit bienvenu. Mais voilà, si vous avez des questions et tout, c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter de vive voix pour ceux qui veulent le faire. Donc voilà, j'ai remplacé un des lives par du coup cette cérémonie. Et d'autant plus qu'on commence à avoir vraiment des pratiquants du Jodo Shinshu sur le Discord. Donc c'était intéressant aussi qu'on puisse commencer à avoir une pratique plus régulière ensemble, vu qu'il n'y a pas de temple Jodo Shinshu en France, et puis que la pratique, du coup, on est tous un peu éparpillés. Voilà. Christine qui dit j'ai oublié le lundi, je viendrai lundi prochain. Ben, merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment sur le Discord. Donc c'est dans le canal vocal du Discord. Voilà. Il y a des cérémonies bouddhistes sur Discord, exactement. Ça c'est la modernité, ça. C'est c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est très moderne, mais c'est assez intéressant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, puis après je vais pas tarder, hein, je vais pas vous retenir trop longtemps, mais la petite anecdote, il va y avoir des conférences Jodo Shinshu européennes cette année, a priori en septembre. Donc normalement, elles ont un thème, donc je vais voir en fonction du thème si je peux le faire, mais un truc dont j'aimerais justement parler dans ces conférences-là, c'est justement le développement. Comment est-ce qu'on peut créer quelque chose bouddhiste en ligne? C'est vraiment me baser sur l'expérience que j'ai avec vous sur Twitch, avec le Discord, etc., pour montrer un peu l'alternative qu'on peut avoir au temple quand eh bien, justement, on est dans une branche où il y a relativement peu d'adhérents. Comment est-ce qu'on peut faire usage des technologies modernes pour pouvoir justement développer une petite communauté en ligne, sensibiliser les gens sur le bouddhisme, leur apprendre des choses, etc. Voilà, donc c'est peut-être que si le thème global de la conférence me le permet, je ferai une présentation là-dessus devant les autres moines qui sont souvent beaucoup plus vieux et qui vont me regarder en genre Ils vont faire c'est ça, ça peut être assez sympa. Et peut-être qu'un jour, effectivement, il y aura un temple Jodo Shinshu en France, mais ce qui se passe, c'est que si je construis un temple à Besançon, il y aura personne dans mon temple, je vais être tout seul dedans. Et Tidy 21, il dit aurais-tu été influencé par une personne de ton entourage par rapport à cette volonté de communauté en ligne? Je ne sais pas, peut-être que Sophie. C'est possible. Non, puis je trouve que c'est des beaux outils. Puis, comme je dis, moi, je suis aussi un consommateur sur mon temps personnel de Twitch. J'aime bien cette plateforme. J'aime bien le live. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut discuter en direct. Je sais pas, il y a un côté qui est agréable sur cette plateforme-là. Donc, j'avais aussi envie de créer quelque chose sur cette plateforme parce que je consomme aussi cette plateforme d'un point de vue personnel. Donc, voilà. Puis, je trouve elle s'y prête assez bien. Elle permet de garder l'échange et tout. Contrairement, je pourrais aussi faire des vidéos YouTube, mais YouTube, et j'y pense aussi, mais YouTube, le problème, c'est que derrière, voilà, vous pouvez éventuellement réagir en commentaire, mais c'est quand même pas pareil. Là, le live est forgé entre vous et moi. Je rebondis sur ce que vous me dites. Vous pouvez me poser des questions. Enfin, c'est quand même complètement différent, quoi. C'est quand même plus agréable, je trouve. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Il fait bientôt 1 heure et demie qu'on est ensemble. Donc je vous dis, pour ceux qui sont intéressés, à vendredi matin 8h30 pour attaquer le Tiny Show alors UN, on ne sait pas trop, c'est probablement UN, le disciple de Shinran, qui l'a écrit, mais on n'est pas 100% sûr. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'auteur de ce texte. Mais voilà, on va avoir l'occasion de discuter. Je vais vous parler un peu de l'origine du texte, comment il s'est transmis à travers les différents siècles, à partir depuis le XIIIe siècle jusqu'à nous. Et après, on attaquera vraiment le contenu. Voilà. Bah, écoutez, là, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de soirée. Merci pour votre participation. Je vais terminer par le Nembutsu, donc Namo Amida, hommage au Bouddha Amida. Et je vous dis du coup à très bientôt en ligne ou sur Twitch, sur le Discord, sur YouTube. Voilà.
Bye bye!